Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance ? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Aujourd'hui, mon invité n'est pas un écrivain, mais un confrère, Bernard Lehu, l'homme qui murmure à l'oreille des plus grands auteurs sur les ondes de RTL. Pour moi, la meilleure définition de la lecture, en fait, c'est le voyage. Lire, c'est voyager. C'est voyager dans l'espace, c'est voyager dans le temps. C'est aussi voyager en se glissant dans la peau, la psyché de tout un personnage. Bernard Lehu, vous pouvez l'entendre du lundi au vendredi à 9h dans l'émission Laissez-vous tenter et le dimanche à 12h45 dans son rendez-vous à lui, Les livres ont la parole. Sur une antenne où les infos brûlantes et pas toujours souriantes s'enchaînent les unes après les autres, ce pilier de la plus grande radio de France est pour moi une référence dans son domaine. Par son professionnalisme, son éclectisme, son plaisir tout simplement de faire vivre l'actualité littéraire. C'est à Neuilly-sur-Seine, dans les locaux de RTL où la radio s'est installée l'an dernier, que Bernard m'a reçu. L'occasion d'échanger sur notre métier de journaliste culturel et d'évoquer aussi le Grand Prix RTL Lire qui sera remis dans quelques jours au Salon du Livre à Paris. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour Jérôme Vermelin. Vous allez bien ? Ça va très très bien. Alors je suis content que vous me recevez à RTL dans une maison que vous connaissez bien. Et en même temps, oui, ça fait un certain temps que j'y suis. Voilà, en même temps, c'est pas vraiment tout à fait chez vous puisque RTL a déménagé il y a quelques mois seulement. Près d'un an. Si j'ai bonne mémoire, c'était en mars 2018. Ouais. Et c'est une nouvelle maison qui est à Neuilly-sur-Seine. C'est des beaux studios très sympathiques. C'est vrai, on travaille dans de bonnes conditions. Vous poursuivez cette aventure qui a commencé il y a quelques années déjà. Tout de suite, les questions qui fâchent, désagréables. Je suis une espèce de dinosaure. J'ai fait toute ma carrière dans la même maison. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'exemples comme ça, d'une telle trajectoire. Et ça fait un peu plus d'une trentaine d'années, mais j'ai eu la chance d'y faire des choses très, très différentes et je n'ai pas vu les années passer. J'ai eu la sensation d'avoir un véritable parcours. J'ai commencé très, très vite par intégrer le service politique. Ensuite, je suis passé à la politique étrangère, qui ont été des grandes années, notamment de grands reportages. J'ai fait de la présentation aussi un peu. Et puis, il y a eu la création, il y a maintenant 18 ans, d'un service culture en tant que tel, d'une émission quotidienne d'un grand magazine culturel Laissez-vous tenter, diffusé à 9h. Il fallait toute une équipe pour alimenter ce rendez-vous, une demi-heure de culture chaque jour. Et en particulier, il fallait quelqu'un pour parler des livres, de la lecture, de la littérature. Et c'est tombé sur moi. Et j'en suis très heureux. C'est tombé sur vous, vous aviez envie que ce soit vous, non ? Alors ça a été en fait à la fois RTL à l'époque voulait favoriser un recrutement interne pour constituer cette équipe. Ils ont pensé à moi et moi évidemment ça m'intéressait aussi beaucoup. C'était une espèce de retour à mes premières amours puisque je suis vraiment un littéraire de formation. Voilà, j'avais fait des études. Enfin, je me suis un peu égaré après en fac en faisant du droit, mais j'avais vraiment une formation littéraire. Je fais du latin, du grec, les humanités comme on disait autrefois. Ouais. Et voilà. Et puis la lecture, les livres, c'est vraiment m'ont toujours intéressé. Donc la décision s'est imposée et ça fait 18 ans que je n'ai aucun regret. Alors en début de podcast, je fais réagir tous mes invités au titre de ce programme. Le titre, c'est « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Lire, évidemment, c'est du bonheur, la plupart du temps, sauf quand on tombe sur de très mauvais livres. Après, est-ce que ça rend vraiment plus heureux ? Je ne sais pas. Il y a quand même des choses dans la vie beaucoup plus importantes. Ce que je dirais, c'est que ça peut aider à être heureux, à devenir heureux. Les livres, c'est quand même toute la transmission d'un savoir, d'une sagesse, de sensations.
Moi, je dirais plutôt que les livres, ça permet de démultiplier notre vie. Je crois que c'est Umberto Eco qui disait ça très bien. Celui qui ne lit pas a une seule vie, et celui qui lit, évidemment, a des vies multiples, va endosser le destin, le costume de tout un tas de personnages. Et puis sinon, je dirais que peut-être la plus belle, pour moi, la meilleure définition de la lecture, en fait, c'est le voyage. Lire, c'est voyager. C'est voyager dans l'espace, c'est voyager dans le temps, c'est aussi voyager en se glissant dans la peau, la psyché de tout un personnage. Donc, lire, c'est voyager. Ça me plaît bien comme définition de la lecture. Alors, vous avez un peu piqué ma curiosité. Vous avez dit que ça rendait pas forcément heureux de lire quand on lisait de mauvais livres. Alors ça, c'est un peu la particularité de notre travail de journaliste. Ouais. C'est-à-dire que on est confronté, qu'on couvre l'actualité des livres, des films, ou de la télévision, ou de la musique. On est soumis à ce que j'appelle souvent le diktat de la nouveauté, évidemment. Voilà, il y a des bonnes et des moins bonnes choses, des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins. Ça rend malheureux parfois la lecture ? Non, parce que, alors, n'exagérons rien, de toute façon, un mauvais livre, je l'abandonne très vite. Je crois que c'est Daniel Pénac qui disait aussi qu'il ne fallait pas être complexé, il fallait savoir abandonner un livre. Très souvent, les gens, et je vois quand je discute avec des lecteurs, je dirais, normaux, et non pas compulsifs et professionnels comme nous, quoi qu'il peut y avoir des compulsifs dans les lecteurs normaux, entre guillemets. Les gens, souvent, ont des scrupules à ne pas aller jusqu'au bout d'un livre. Si, voilà, quand ça nous plaît pas, quand on s'y ennuie, quand on estime que le livre n'est pas bon, il faut savoir l'abandonner. Donc, moi, c'est ce que je fais, parce que, évidemment, je suis par mes obligations professionnelles, je lis énormément, le temps est compté, voilà, il faut savoir s'arrêter, laisser tomber un livre qu'on estime mauvais et passer au suivant. Donc la douleur reste infime. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup avec votre démarche dans l'approche des livres, c'est que, ici on est dans une radio populaire, grand public. Ouais. Qui est alors populaire. On s'évertue ici à chaque fois, que je crois que c'est vraiment l'ADN de RTL, et moi c'est aussi ma conception de la culture. La culture doit être populaire, et populaire, il n'y a aucune connotation péjorative dans ce mot. Populaire, c'est le plus grand nombre, et c'est aussi la mission de Laissez-vous tenter, notre rendez-vous chaque matin, c'est de montrer, de prouver que la culture, elle est accessible à tous, même si parfois certaines personnes, et y compris parmi nos auditeurs, peuvent avoir une forme de crainte vis-à-vis de la culture, se sentir écrasés. Or, non, la culture, elle est pour tous, et il faut justement convaincre celles et ceux qui nous écoutent qu'elle leur est accessible. Alors, moi, je suis un auditeur de RTL de longue date. Bravo, je vous félicite. Je suis la manière dont vous parlez du cinéma, de la musique, des livres. J'ai l'impression qu'avec les livres, vous faites le grand écart, peut-être encore plus que dans d'autres domaines. C'est-à-dire que vous recevez à l'antenne des écrivains très grand public, des auteurs de best-sellers, et puis des tout jeunes romanciers, des gens qui font peut-être des livres plus difficiles, peut-être plus austères pour le grand public. Est-ce que ça, c'est votre prisme personnel ? C'est qu'un bon livre, c'est un bon livre, qu'il soit destiné à 500 000 personnes ou à 50 000 ? J'ai un très gros appétit, donc j'absorbe tout. Non, mais bien sûr. Alors il y a aussi là une règle d'airain sur cette antenne, et dans l'émission Laissez-vous tenter, qu'on essaie de pratiquer depuis le début, c'est l'éclectisme. Et on peut trouver des choses intéressantes, des choses de valeur dans tous les genres de littérature. Et puis c'est aussi une pédagogie. Il faut parler des livres grand public, des auteurs que les auditeurs connaissent déjà, qui leur sont familiers. Ils attendent de savoir ce qu'il y a dans le dernier Guillaume Musso, ou le Marc Lévy, ou le Michel Bussy, parce que ce sont les auteurs qu'ils aiment et qu'ils ont l'habitude de lire.
Et puis à partir de là, quand ce lien de confiance est établi, les amener vers des auteurs peut-être moins connus, en effet des débutants, des auteurs dits peut-être plus difficiles, plus exigeants, et leur prouver que ce sont aussi des livres qui peuvent les intéresser. Je fais souvent la comparaison, je ne sais pas si elle est justifiée, mais elle me plaît bien, en tout cas elle est parlante, avec la cuisine. Un jour, vous pouvez avoir envie d'un bon burger, frites, et on va se régaler. Et puis le lendemain, vous allez avoir envie de grande cuisine, de grande cuisine, d'un plat extrêmement sophistiqué. Le plaisir sera différent, mais il sera toujours là. Il y aura toujours du plaisir. Et je n'établis pas de hiérarchie entre ces plaisirs-là. Ça veut dire que c'est votre plaisir de journaliste, c'est votre plaisir de lecteur à titre personnel. Ouais, vous n'avez pas vous vous considérez comme tout, comme pour vous, il n'y a pas un bon livre. Enfin, un bon livre, c'est un bon livre, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est aussi, ça tient aussi à sa facture, à la façon dont l'histoire est construite et racontée. Alors après, évidemment, il y a des différences de style, mais on peut passer d'un style à un autre et en éprouvant toujours du plaisir. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'aime pas lire ou qui vous dit, ça doit vous arriver d'en croiser, des gens qui disent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?»« Moi, je suis journaliste, je parle des livres. Oh, moi, je lis jamais. » Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? D'abord, je leur dis qu'ils ont le droit de ne pas aimer lire, ou en tout cas de ne pas avoir envie de lire. Aimer lire, je crois que ça n'existe pas. C'est des gens qui n'ont pas envie parce que peut-être ils n'ont pas été sensibilisés à la lecture, au livre. Donc je leur reconnais tout à fait ce droit. Après, je trouve que c'est dommage, c'est en effet se priver de tout un imaginaire, de tout un savoir, de toute une forme de plaisir dans la vie. Et donc, oui, mon travail consiste en partie à essayer tout doucement, comme ça, avec conviction, avec de l'enthousiasme, parce que là aussi c'est une autre règle, c'est faire partager de l'enthousiasme, de l'envie, et voilà, il faut essayer comme ça de les amener à la lecture, d'essayer de les convaincre, et que lire peut être un plaisir universel, et surtout que le choix est tellement vaste qu'ils vont pouvoir, à l'intérieur de cette immense offre qui leur est faite, inévitablement, ils finiront par trouver quelque chose qui leur plaira. Ça peut d'ailleurs passer aussi par la bande dessinée. Enfin, voilà. Parfois, c'est une porte d'entrée pour beaucoup, en particulier de jeunes lecteurs, et cette porte d'entrée les amènera dans d'autres pièces plus larges, plus profondes, plus vastes, qui seront celles de la littérature au sens classique. Ce que j'aime bien savoir avec mes invités, c'est connaître leur histoire en tant que lecteur et de savoir comment ils sont venus à la lecture. Certains me disent que ils ont eu un passeur, un parent, un oncle, un professeur. D'autres se sont faits tout seuls parce qu'ils ont grandi dans des milieux. Certains écrivains très connus n'ont pas forcément grandi dans un milieu avec beaucoup de culture, beaucoup de littérature, et ils y sont venus tout seuls. Est-ce que vous, comment vous êtes devenu lecteur, Bernard ? Alors, j'étais dans un milieu, on va dire de la classe moyenne, où le livre n'occupait pas une place extrêmement importante. Et la découverte est venue... Alors oui, ça passe par des professeurs. Je me souviens d'une prof de français quand j'étais au collège, Madame Catio, qui a beaucoup compté, me reste comme ça en mémoire. Une autre prof ensuite au lycée, Madame Cherrier, Nicole Cherrier, là-haut dans mon Nord natal. Donc c'est vrai qu'il y a des figures comme ça d'enseignants qui ont compté, mais j'ai l'impression que dans la découverte du livre, elle a été assez solitaire. Enfin, c'est venu. Alors peut-être ce qui a beaucoup compté sont les bibliothèques, et notamment j'ai le souvenir de deux bibliothèques, celle je venais d'une famille très croyante, pratiquante, et donc il y avait une bibliothèque paroissiale à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, et donc l'un des premiers contacts avec la littérature s'est fait par le moyen de cette bibliothèque, c'était des vieilles collections, je crois, de chez Hachette, et en particulier c'est comme ça que j'ai découvert les romans de Jack London.
Bon, Cro-Blanc, L'appel de la forêt. Et au collège, il y avait également une bibliothèque. Je ne sais pas si on appelait ça déjà centre de documentation à l'époque, là, les CDI, c'est ça. Moi, je me rappelle, en tout cas. Et alors là, et peut-être que c'est ma première rencontre avec la littérature, enfin ce qui était, j'allais dire, un vrai livre et non plus de la presse ou des livres pour enfants ou de la bande dessinée. Le premier souvenir d'un livre, ne serait-ce que par le format, voilà, du livre comme ça et cet aspect broché, c'était les Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet qui m'est arrivé entre les mains, je ne sais plus trop comment, dans cette bibliothèque du collège. Et alors là, d'un seul coup, enfin voilà, j'ai découvert ce que pouvait être la puissance du romanesque, de l'imaginaire, et avec ces histoires incroyables d'Alphonse Daudet, qui était en plus complètement exotique pour moi, qui était un homme du nord de la France. C'est pas tout à fait le même région. Et voilà. Donc les bibliothèques, oui, finalement, en parlant comme ça avec vous, je m'aperçois que c'est peut-être ces lieux-là qui ont compté plus que les rencontres avec des professeurs. Elles sont en danger, les bibliothèques, en 2019 ? Bon, je n'ai pas l'impression, non. Enfin, je sais qu'il y a eu des mouvements sociaux peut-être là récemment, que les conditions de travail ne sont peut-être pas idéales, mais non, j'ai l'impression que les bibliothèques, enfin, dans les villes, sont peut-être moins menacées que la librairie, par exemple, enfin, notamment, et qu'elles ont toujours ce rôle important, en particulier auprès d'une clientèle ou de population qui n'ont pas forcément un contact évident ou facile avec le livre et la lecture. Est-ce qu'il y a un livre, quand vous êtes adolescent, jeune homme, qui change un peu tout pour vous ? Vous dites ça c'est moi, ça raconte ma vie. Alors, peut-être pas un livre, mais je crois que le premier auteur, les premiers textes qui ont vraiment, dans lesquels je me suis reconnu, identifié, c'est au moment là, de la crise de l'adolescence, où on est en plein romantisme, un petit peu sombre, sulfureux, c'est Baudelaire. Les fleurs du mal. Bon, ça, je crois que je me suis vraiment complètement projeté là-dedans. Puis c'est aussi l'époque souvent où soi-même on écrit et on pense qu'on va devenir le grand poète du futur. Donc, oui, on a une révélation en fait. Vous écrivez aussi, Bernard. Vous avez écrit. À l'époque, j'ai écrit. Ouais. Moi, je sais pas, ça doit dormir au fond du grenier. D'ailleurs, je sais même pas si c'est chez moi ou c'est resté dans le grenier de mes parents. Et oui, je me suis un peu essayé à la poésie, mais enfin, Jérôme, ça a dû vous arriver aussi, non ? À l'adolescence ? Je pense à la poésie. J'ai dû écrire un poème pour ma maman, je pense. Oui. Ah oui, enfin moi c'était la maman, puis après c'était les premières amoureuses. Et bon. Ou alors, même pour soi-même, justement, exprimer parfois le mal-être qu'on peut ressentir dans ces années un peu compliquées, quelquefois de l'adolescence. Donc oui, Baudelaire, ça c'est vraiment le premier auquel je me suis fortement identifié. Après, alors il y a un livre, quand on me pose la question un peu rituelle du livre Chevet, le livre de Chevet, il y a un livre comme ça qui a beaucoup compté, qui a été une très grande rencontre, c'est Le Hussard sur le toit avec Giono. Alors même chose, parce que là c'était la découverte, pour moi l'homme du Nord, de la Provence, du soleil, de cette nature qui me paraissait tellement lointaine, de cette culture aussi du sud de la France. Et puis la puissance romanesque, de ce que Giono racontait, de cette histoire terrible autour du choléra, qui est la métaphore de tout ce qui peut nous menacer. Et puis l'histoire d'amour, évidemment, quand même, qui reste encore aujourd'hui assez exceptionnelle, entre ce bel Angelo et Pauline de Réus. Alors aujourd'hui, vous lisez, j'imagine, beaucoup. Et on se demande toujours, les journalistes littéraires, comment ils font. Et on se demande toujours, est-ce qu'ils lisent tout ? Est-ce qu'ils vraiment ils lisent les livres jusqu'au bout pour tous leurs invités ? Parce que ça fait quand même beaucoup de livres. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre discipline de lecteur en tant que journaliste ?
Alors d'abord, ma première découverte quand j'ai repris cette fonction de journaliste littéraire, bon, j'étais passé avant par d'autres formes de journalisme, on a l'habitude de travailler, de se documenter, et les premières interviews que j'ai eues ensuite avec des auteurs, j'étais sidéré parce qu'ils me disaient tous ah mais vous m'avez lu? Oui, ça me semble être le b.a.-ba de ce métier. Donc ça veut dire que certains ne lisent pas. Voilà, j'ai découvert un peu effaré que ça n'était pas le cas de tous les confrères, des consoeurs. Enfin, on ne va pas donner de nom ici, mais les écrivains en parlent ouvertement. Ils les connaissent. Voilà, les connaissent. Et puis, paraît-il, s'aperçoivent très très vite du fait que quelqu'un qui est en face de vous ne vous a pas lu ou vous a lu. Alors, comment je travaille? Il y a d'abord, il faut, je pense, leur rendre un hommage, le travail des attachés de presse dans les maisons d'édition, qui sont quand même nos premières, je l'utilise au féminin parce que c'est une profession en grande partie féminine, sont quand même nos premières guides. En plus, avec un lien de confiance qui s'est installé très vite parce qu'elles aussi ont compris que je lisais, que donc elles ne pouvaient pas me refourguer, je dirais un peu n'importe quoi, et qu'elles elles me font des propositions qui sont déjà, où il y a déjà, elles-mêmes ont déjà fait des choix. Elles sentent que c'est pour vous, comme on dit. Voilà, Ouais. que c'est, et puis à la longue me connaissent et connaissent un peu mes goûts, ma sensibilité, donc ce sont de vrais conseils. Et non pas simplement, elles ne sont pas là pour me proposer l'ensemble de la production. Donc voilà, c'est le travail des attachés de presse. Ensuite, ses goûts, sa propre sensibilité, parce que j'étais déjà un lecteur, pas aussi important avant de reprendre la rubrique littéraire, mais j'étais déjà un lecteur avec donc déjà ses propres inclinations. Donc ça compte énormément. Et puis après, c'est la curiosité, c'est le feeling, c'est comme n'importe qui dans une librairie, regarder la 4e de couverture, bon, nous on dispose en plus des communiqués de presse, renifler comme ça, c'est la partie la plus délicate du métier, parce que, oui, on peut passer parfois à côté de talents. Une pépite d'un chef-d'œuvre, oui, qui n'a pas forcément la médiatisation. Oui. Avec le recul, je vais devenir très immodeste, mais je me rends compte que finalement, d'énormes ratages, il n'y en a pas eu tant que ça. Après, il y a autre chose, mais dont il faut se méfier aussi, parce que très vite, on tombe dans l'endogamie là, de notre petit milieu, de l'édition, du journalisme littéraire. Il y a ce qu'on peut se dire entre confrères ou consoeurs, mais il faut aussi rester quand même attentif à ça, ouvert à ça, mais pas trop non plus. Il faut savoir s'en protéger, parce qu'il peut y avoir des emballements plus ou moins artificiels autour de certains titres, et puis on s'aperçoit qu'on ne partage pas le même enthousiasme. Enfin, il faut aussi garder sa spécificité, son originalité, et avoir des choix, préserver des choix quand même personnels. Est-ce que, comme moi, vous lisez plusieurs livres en même temps? Ah, jamais. Vous faites ça, vous, oui. Jérôme? Non. Je vais parler de moi pendant quelques instants. Oui. Moi, j'ai un livre depuis 2-3 mois que je lis 50 pages par 50 pages. Et j'ai beaucoup de plaisir à lire ce livre, mais j'ai pas envie de le finir tout de suite. Et c'est une belle écriture. C'est le livre Swing Time de Zadie Smith. Oui. J'aime bien le lire, mais je me sens pas. C'est pas un page turner au sens avec un suspense. Et donc j'entrecoupe la lecture de ce livre par celle de livres qui sont plus courts, plus intenses. Et j'y reviens tous les 15 jours. Mais est-ce que mais pas avec la contrainte d'en faire une chronique, de non, parler pour de celui-là, livre. non. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Alors que moi, c'est ce qui manque un peu d'ailleurs, c'est que je ne lis plus d'une manière, je dirais, complètement désintéressée ou gratuite. Je lis toujours avec la perspective, évidemment, d'en parler à l'antenne. Et il faut que je colle au plus près à l'actualité. Donc je ne peux pas comme ça prolonger la lecture d'un livre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il faut s'y mettre, il faut terminer. Il y aura tellement d'autres nouveautés, et ce sera trop tard pour... il n'est jamais trop tard pour parler d'un bon livre, mais tout de même, je suis contraint par ce rythme des nouveautés, des parutions. Et donc, non, je n'ai jamais pratiqué ça, une lecture multiple. Je suis très méthodique. C'est toujours un livre après l'autre.
Je voudrais qu'on parle du prix RTL, Oui. Lire. C'était quoi le but de ce prix au départ? Parce que des prix littéraires, dans ce pays, on en a plein, hein. Et j'ai l'impression que les meilleurs livres de l'année reçoivent tous au moins un prix sur les 12 mois. Oui. Alors, Ah, pas toujours, hein. Il y a pas- parfois chaque année à la saison des prix, il y a toujours Oui, il y a un des peu absents, le comme au César ou aux le cocu Oscars de aussi. service, Oui, je voilà. dirais, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça, si j'étais un auteur, je serais très inquiet. C'est souvent le livre qui était sur toutes les listes, qu'on l'a vu partout, et puis qui à la fin se retrouve le bec dans l'eau sans aucune récompense. Mais enfin, bon, c'est vrai que les prix sont tellement nombreux aujourd'hui qu'ils reconnaissent la plupart des livres qui étaient de qualité dans une entrée littéraire. Alors le prix RTL Lire, le principe est simple, c'est vraiment, dès le départ, c'était en faire un vrai prix de lecteur. Alors bon, bien sûr, on leur simplifie la tâche puisqu'il y a une sélection et on retient 5 livres finalistes et ça, c'est le choix des deux rédactions de RTL et de Lire. Mais ensuite, vraiment là, le jeu nous échappe totalement. On a 20 libraires partenaires qui eux-mêmes constituent des mini-jurys de 5 lecteurs parmi leur clientèle. Mais enfin, il paraît que chaque année, ça se bouscule, que les lecteurs sont toujours très, très partants pour participer à ce prix. Donc là, on les laisse faire. Ce sont les libraires qui gèrent la constitution de leur mini-jury, qui gèrent aussi le fonctionnement du jury. Je sais que chez certains libraires, chacun lit dans son coin, vote dans son coin. Chez d'autres, ils organisent, à la fin, ils se retrouvent autour c'est la beauté du truc, d'un c'est thé, l'échange, même oui. parfois d'un dîner, et ils échangent, et là, ils procèdent au vote d'une manière collective. Et puis, nous, ici, avec l'aide de Geneviève Badiou, qui est un peu la cheville ouvrière de ce prix, on ne fait que totaliser les votes qui nous reviennent. Et au final, on entérine Alors, le but, c'est le quoi? résultat de ce scrutin. Donc, il faut il y a donc 100 votes au total, 5 fois 20 mini-jurys. Et puis, c'est le livre qui arrive en tête, qui devient le lauréat du Grand Prix RTL Lire. C'est aussi simple Et historiquement, que il y a de beaux lauréats. Et parce que c'est un prix qui vise quand même on à... regarde le palmarès, on peut en être fier. Parlons-en un petit peu alors, Ouais, des plus beaux lauréats. Alors donc le prix, il a quoi maintenant? Il va bientôt avoir une trentaine d'années. On avait fêté c'était les 20 ans ou les 25 ans récemment. En plus, ce qui est fou, c'est qu'on a des auteurs qui étaient au début de leur carrière et puis qui ont sacrément confirmé leur talent et leur succès. Anna Gavalda, par exemple. Et donc c'était sur son premier livre. J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part. Premier recueil de nouvelles. Jean-Christophe Granger. Alors, c'était pas le tout premier, mais c'est le titre sur lequel il a explosé. Donc, c'était Les Rivières pourpres. Philippe Besson pour l'arrière-saison, qui a vraiment marqué une césure dans sa carrière, parce que jusque-là, il avait un autre métier parallèlement à l'écriture. Et ça a vraiment été le premier, le succès populaire qui lui a fait abandonner son autre métier et qui lui a permis d'entrer définitivement en littérature. Enfin, voilà. Puis là, quand on regarde les dernières années, Mélisse de Kerangal, Léonore de Récondo, autre auteur aussi, qui ne cesse de confirmer depuis. Je n'ai plus le palmarès en tête et en détail, mais c'est Avec vrai toujours, que... on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire cet éclectisme dans les univers et dans les styles d'écriture, oui. à l'image de votre approche des livres sur RTL. Oui. En fait, le seul critère, c'est est-ce que le livre est bon ou pas? Est-ce qu'on a pris du plaisir à le lire? Et donc, c'est vrai que souvent dans la liste, on se retrouve avec des genres littéraires assez différents. Et puis, après, c'est au lecteur de trancher. On voit aussi que les lecteurs ont sans doute beaucoup moins d'a priori que la critique littéraire. Alors, je sais que le prix va être remis au mois de mars, au moment du Salon du Livre. Le 14 mars, le soir de l'inauguration du Salon du Livre.
Voilà, donc je me promets de recevoir et d'interroger le lauréat bravo. dans le cadre de ce podcast. Excellente initiative. Et ce sera forcément un bon lauréat. Ce sera Quand forcément on voit un bon la liste lauréat. des finalistes là, cette année, d'ailleurs moi-même, souvent je m'amuse à faire des pronostics où sans le dire, j'ai quand même un choix, un favori. Là, cette année, j'avoue que la sélection est très homogène, de très grande qualité, et je suis incapable, à l'heure qu'il est, de pronostiquer un lauréat. Donc je suis très impatient. Là, les votes commencent à remonter. Je suis très impatient de connaître le résultat. Alors Bernard, il y a quelque chose que vous faites comme moi, Oui. qui m'amuse beaucoup, c'est que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Et un truc que vous aimez bien faire, c'est prendre des photos des gens en train de lire dans le métro. Oui, avec le hashtag que j'ai lancé, lire dans le métro. Alors parce que oui, c'est un peu un acte de résistance, non, de lire un livre En fait, dans le métro. je ne suis pas le seul à faire de la résistance. C'est venu cette idée du constat que voilà, je vois toujours. Bon, je prends le métro, je ne me déplace qu'en métro, hein, quasiment le matin, le soir, pour venir à la radio. Et j'ai été frappé de constater que le livre reste très présent dans les rames de métro. J'étais vraiment impressionné par le nombre de lecteurs, de lectrices, je dois préciser quand même, surtout, elles sont majoritaires, présentes dans le métro, dans les rames que j'emprunte, d'où cette idée. Et oui, alors on peut l'interpréter comme un acte de résistance, mais c'est une résistance collective, en tout cas. Une résistance douce, on va dire. J'ai même l'impression qu'à un moment donné, on voyait beaucoup de tablettes, de gens qui lisaient sur les tablettes, les liseuses, Kindle, etc., pour ne pas citer de marque. Et j'ai l'impression que leur présence a régressé dans le métro. Je ne sais pas si vous faites le même constat, Jérôme, et que le livre est toujours là, contrairement à la presse papier, le journal. Qui a quasiment totalement disparu. Ça a quasiment disparu. Le seul que je vois encore parfois, c'est le Canard enchaîné. Mais sinon, le soir, moi j'ai toujours ici, on reçoit RTL, la presse papier. Et je repars avec un exemplaire du Monde qu'il m'arrive de consulter dans ma rame. Et je suis le seul, quoi. Alors, les gens continuent, et heureusement, de lire la presse, mais sur leur smartphone, sur les autres supports. Mais le papier journal, lui, a disparu du métro. Et pas le livre papier. Cette initiative sur Twitter de votre part, ça prouve que les réseaux sociaux ne sont pas forcément l'ennemi de la lecture. Est-ce que malgré tout, on n'est pas un peu aspiré dans le monde actuel par des petites conversations, des petits messages qui nous éloignent un peu des livres ? C'est une évidence que c'est extrêmement chronophage, et moi-même, aimant aller sur les réseaux sociaux et les utiliser, parce que c'est une partie intégrante aujourd'hui de notre métier, hein. C'est une autre façon de parler de ce qu'on fait, c'est relayer aussi les podcasts, les replays, tweeter les liens de mes émissions, de mes chroniques, mais ça prend du temps, et si on n'a pas un minimum de discipline, c'est vrai qu'on peut très vite être submergé par la tentation des réseaux sociaux. Et donc, oui, c'est une menace pour la lecture, la lecture littéraire, je dirais. Là, chacun de se discipliner et de savoir comment il veut diriger sa vie personnelle et ses loisirs. Mais évidemment que ça mange du temps. Et d'ailleurs, j'en parle parfois avec des libraires qui me disent que les gros, ce qu'on appelle les gros lecteurs, sont de plus en plus rares, et même les gros lecteurs, quantitativement, lisent moins, parce que, comme les autres, j'imagine qu'ils sont, ils passent du temps sur les réseaux sociaux et sur tous les autres supports que le livre. Il y a aussi de jolies initiatives sur Instagram. Si vous tapez le hashtag Bookstagram, il y a des gens qui publient des photos de bibliothèques. Et ce qu'on découvre en ce moment, c'est que l'univers des livres est en train de séduire les grandes marques, les marques de luxe, parce que c'est associé à quelque chose de précieux, quelque chose de rare. Et aux États-Unis, on utilise même certains écrivains pour faire la publicité de marques de luxe. Mais ça, je suis persuadé que le livre, alors peut-être que dans d'autres secteurs, le livre papier sous la forme traditionnelle disparaîtra. Je pense à tous les ouvrages universitaires, les dictionnaires, les encyclopédies, là quand même, où la concurrence est très, très, très rude.
Mais pour ce qui est de la littérature, de la fiction, moi je pense que le livre papier existera toujours et que ça reste une valeur refuge. Et on le voit d'ailleurs chaque année, on sait que parmi les cadeaux de fin d'année, qu'est-ce qui arrive en tête, non seulement dans les souhaits, ce que les personnes sondées disent, mais aussi quand on regarde les ventes, je crois, et les chiffres sont là pour le confirmer, que le cadeau le plus partagé, numéro 1, reste le livre. Et le prix Goncourt en particulier. Oui, et ça, c'est quand même un très beau signe d'espoir. Non, mais moi, je n'ai aucun souci. Regardez ce qui se passe pour le vinyle. C'est vrai, il y a un revival du vinyle. Oui. Les gens achètent moins de CD et les vinyles remontent. Il y a encore quelques années. Et en plus, cette résurrection, ce retour du vinyle, il se fait surtout auprès des jeunes. Parce que c'est un bel objet, c'est classe, c'est pas virtuel comme beaucoup de choses autour de nous aujourd'hui. Bernard, merci beaucoup pour ce petit moment. Alors là, c'est déjà terminé ? Bah oui, sauf si vous voulez. Le temps passe très vite avec vous, Jérôme Vermelin. C'était vraiment un réel plaisir. J'espère que j'ai dit des choses intéressantes, malgré tout. Je pense, merci beaucoup. Qu'on n'a pas enfoncé que des portes ouvertes. Je crois pas, non. Sauf si c'était les portes d'une librairie ou d'une bibliothèque. Voilà. Alors là, allons-y. Gaiement, enfonçons toutes les portes pour pénétrer dans ces lieux magiques et ô combien indispensables. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les titres des romans évoqués par Bernard Lehu, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture.